Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Nous allons pouvoir faire une petite séance d'ASMR, tous ensemble. Non, on va revenir sur... Oh, c'était immonde, pardon. Sur les plus grands combattants de la décennie, mais on va faire quelque chose d'assez simple, c'est qui est pour nous le plus grand combattant de la décennie, parce qu'on va pas faire une liste, hein. On va pas s'embêter. Messieurs, avant que Polydomso fasse preuve d'une certaine dissidence avec un choix qui n'engage que lui, eh bien, on va revenir au choix du roi, au choix le plus logique, le choix de Rust. Le choix probablement d'une grande partie des gens, d'une majorité des gens, qui est Jon Jones. Pourquoi ? Parce que tout le monde le sait. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas perdu. Parce que il a dominé tous ceux qu'il a rencontrés, même s'il y a eu des accros récemment. Donc, que ce soit pour ses accomplissements, que ce soit pour sa technique et le fait qu'il ait quand même fait passer le game au niveau supérieur, il a amené des moves, que ce soit les oblique kicks ou les trucs contre la cage, il a même fait progresser, même si ça c'est des détails, il a amené une complétion dans le skill set qui est assez dingue quand même et qu'on n'a pas vu en fait déjà en light heavyweight, ça c'est sûr, mais même dans le reste en fait des catégories. Bon, bien sûr, le combattant que va choisir Polydomso, là on peut parler de complétion, il y a pas de problème. Ça se dit complétion ? Ça se dit en anglais. Ouais. Ça se dit en anglais, ouais. Ouais, donc ça se dit, c'est bon. Et donc, ouais, comment ne pas citer Jon Jones dans le combattant de la décennie? Alors, avant que Polydomso réponde, ce qui est très important, c'est qu'on dit bien décennie et à l'UFC. Parce que c'est vrai que les gens, je pense qu'il y en a pas mal là qui sont en train de commenter et à nous insulter gaiement. Si c'est pas l'UFC. Exactement. C'est sur toute la décennie. Donc forcément, les Khabib, les Conor McGregor, les Georges Saint-Pierre n'ont soit pas été assez actifs, soit tout simplement sont arrivés trop tard au plus haut niveau. Jon Jones, il est à l'UFC depuis 2008, invaincu véritablement depuis 2010 parce que sa défaite contre Amil a eu lieu en 2009, et puis n'en est pas une, et c'était en 2009. Ouais. Donc bref, run parfait. Et champion le plus jeune de l'histoire de l'UFC à 23 ans, et je sais pas trop combien de jours. Mais avant que Polydomso vous donne son choix, attention, spoiler, là, on ménage de suspense. Jon Jones, est-ce que vous êtes d'accord sur tous ces accomplissements ? Non, mais il y a de bons arguments. Il y a de bons arguments. C'est vrai qu'il a été très, en gros, il a été actif sur toute la décennie. Il n'a pas rencontré une résistance, en gros, chaque fois qu'il a rencontré une résistance, il a eu la revanche derrière qui a remis les pendules à l'heure, donc il a réussi à démontrer que c'était lui le meilleur, en tout cas dans la régularité, quoi. Faudrait peut-être limite une revanche contre Thiago Santos, tu vois, pour vraiment arrondir les angles. Mais oui, je peux comprendre pourquoi on peut choisir Jon Jones. C'est évidemment un choix qui apparaît comme évident en fait quand on y réfléchit bien. Moi, je pense en fait juste que ce qui me distingue de mes collègues là, c'est que j'inclus en fait dans le plus grand combattant de la décennie autre chose que les performances dans la cage en fait. C'est pour ça que je peux pas rester sur le choix de Jon Jones, parce qu'effectivement dans la cage il est impeccable. Alors, on va me dire non, il est pas impeccable. Non, mais on peut toujours pinailler. Mais en fait, c'est difficile de trouver un combattant sur la décennie qui arrive à avoir le même palmarès que lui, qui arrive à démontrer la même domination que lui. Donc effectivement, si on prend juste les performances sportives, il s'impose un peu comme un choix évident, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, je considère que meilleur combattant, c'est aussi comportement que tu dégages, et aussi la personnalité joue un peu également. Et le truc, c'est que on peut pas dire que la conduite de Jon Jones sur la décennie, même sportive, même juste en s'en tenant au domaine purement sportif, soit impeccable, soit irréprochable. Ça peut pas être un modèle, ça peut pas être quelqu'un. On peut être fan, mais on peut pas suivre en fait Jon Jones. Je conçois tout à fait qu'on puisse être fan, il y a pas de problème. Je conçois tout à fait aussi qu'on puisse le critiquer aussi, mais le truc, c'est qu'on peut pas dire à son fils, vas-y, essaye de faire comme Jon Jones. Ça, c'est pas possible. Je sais pas quelles sont vos valeurs si. Est-ce que ça rentre vraiment en ligne de compte, ça ? En fait, je veux dire, dans le sens. Certes, tu peux pas dire à ton fils fais comme Jon Jones parce que personne ne peut. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté,
est-ce que ça rentre en ligne de compte dans ce qu'on doit considérer comme est-ce que c'est le plus grand combattant ou pas? Parce que ça n'engage que lui, et si on sait pas faire ce qu'il fait, bah ça fait de lui quelqu'un d'encore plus inatteignable. Bah moi je vais te dire, ça rentre en ligne de compte, pas vraiment sur l'exemple que tu vas donner à tes gosses, mais ça rentre en ligne de compte que finalement, malgré tout, malgré sa domination, malgré le fait qu'ils soient impeccables, on a perdu beaucoup d'années de John Jones à cause de ses conneries. Il aurait pu montrer plus dans la cage. C'est vrai. Et tu vois, et ça, c'est perdu pour nous, quoi. C'est perdu pour le monde du MMA, tu vois. Et comparé à mon choix, tu vois, il y a pas photo. Genre. Mais après, d'un autre côté, John Jones, il y a un certain nombre de regrets, mais beaucoup le considèrent comme le plus grand de tous les temps. Et quand on regarde son run, qui est quand même assez fou, et je vais reprendre les mots de Polydomso, parce qu'à chaque fois on enregistre, c'est quand même un gars, mon cher Polydomso, vous l'aviez dit il y a quelques mois, qui a réussi à effacer plusieurs générations de combattants. Et ça, peut-être, votre choix ne l'a peut-être pas fait, parce que John Jones, sur son run, à partir de 2011, Sherdog est là pour nous. J'ai réalisé que t'étais en peignoir, putain. Sherdog est là pour nous pas. Cadeau de Noël le peignoir. Sherdog est là pour nous le rappeler. Ce run complètement dingue. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on décrit un petit peu la catégorie light heavyweight, mais à l'époque, il a quand même fait Ryan Bader, Shogun Roy, Quinton Rampage Jackson, à l'époque où c'était encore Rampage. Si vous verrez l'un des épisodes précédents du podcast La Sueur, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Teixeira quand il était effrayant, DC, Ovin Saint-Preux, bon bah voilà, c'était un remplacement short notice de DC, DC pour le rematch, Gustafsson, et puis là Anthony Smith, Thiago Santos. C'est quand même un run légendaire de chez légendaire. Et le pire dans tout ça, c'est que Polydomso l'a très bien dit, on a de quoi avoir des regrets avec John Jones. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai aucune critique à faire. Enfin, aucune critique à faire. On va me tomber dessus là-dessus aussi, mais sur ce qu'il montre dans la cage, j'ai pas de critique à formuler. C'est un combattant qui est unique et qui peut, enfin, qui a vraiment révolutionné. Moi, je trouve, surtout en light heavyweight, quoi. Il y a un avant et un après. Hein. Franchement, John Jones et c'est vrai que c'est un modèle du genre, mais après, ça me fait chier parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent ternir sa carrière quand même. Et ça, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. On s'est fait tacler là-dessus et à raison, parce que nous, on a tendance un peu à passer au-dessus juste parce qu'en fait, on se concentre vraiment sur ce qui se passe dans la cage. Et aussi parce qu'on fait preuve parfois un peu de cynisme. On se dit, bon, bah, de toute façon, à ce niveau-là, j'irai pas plus loin. Mais en gros, c'est ça aussi qu'on se dit, tu vois. Mais le truc, c'est que finalement, c'est pas tant ses frasques, mais c'est aussi son manque de professionnalisme qui fait chier, quoi. Il s'est fait gauler, il a fait des conneries, et puis aussi, il a pas tellement assumé le côté full bad boy, qui moi me l'aurait rendu beaucoup plus appréciable, tu vois. Il y a aussi ça. Et donc voilà, c'est pour ça, quoi. Moi je trouve qu'en termes d'achievement, alors c'est marrant parce que les deux combattants de la décennie finalement, votre combattant et le mien, ils sont dans des catégories qui sont pas super compétitives. C'est peut-être pour ça aussi que c'est combattant de la décennie, parce que c'est excessivement difficile d'avoir un run comme John Jones dans les lightweight. Lightweight, welterweight, c'est tendu, tu vois. Light heavyweight, il y avait pas beaucoup de monde. John Jones aussi, c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire. Alors, je vise pas à amoindrir le palmarès de John Jones, mais il y a une partie de talent, il y a une partie de volonté, mais il y a aussi une partie de chance aussi. Et John Jones, il est arrivé en fait à la fin d'une génération. C'était pas des vrais light heavyweight, quoi. Il y avait beaucoup de middleweight d'ailleurs qui sont passés en middleweight, des mecs qui étaient sur leur fin de carrière et ouais, pardon. Mais d'ailleurs, en fait, oui, je sais pas pourquoi. Alors, il y a peut-être une raison pour laquelle on n'y a pas pensé du tout, mais attendez, 2010-2020, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Georges Saint-Pierre dans le combattant de la décennie, là? Parce que le problème, c'est que Georges Saint-Pierre prend sa retraite en 2013, et ensuite il y a un seul combat en 2017. Ah oui, ouais, c'est 2013, c'est pour ça. Attends, donc les plus belles années de GSP, ah oui, c'était avant 2010. Ouais, c'est 2005. Ah ouais, ok. Ouais, bon. Dommage GSP, dommage. Le temps, mec. C'est ça. C'est ça que. Et donc, le choix de Polydomso. Après, moi, je voulais ajouter aussi quand même, avec John Jones, c'est vrai qu'il y a ce regret qu'il soit jamais allé full blast bad boy, mais il y a ce côté aussi, au-delà de combattant, parce qu'on aurait pu parler évidemment de Conor McGregor qui a révolutionné aussi, mais qui a pas été si actif. Mais pour John Jones, je trouve que ça ajoute un petit peu à la mystique tous les problèmes extrasportifs hors des suspensions pour dopage, parce que là, clairement, il n'y a aucun moyen de rendre ça un peu cool, façon Mike Tyson, mais tout ce qui s'est passé avec les soirées, le premier combat contre Gustafsson, où il s'était pas entraîné, et puis ensuite, il en a joué pour le combat contre DC. Enfin, ça fait partie des choses, je pense que dans 40 ans,
on pourra dire, bah, il y avait ce mec-là, John Jones, qui toute une partie de sa carrière, le mec prenait des trucs à la légère, défonçait tout le monde, et ensuite, il s'est mis au taf. Par exemple, quand il s'est entraîné contre DC, bah, il y a eu toute cette partie de trash talk où Daniel Cormier avait dit, bah, tu ne me mettras pas KO de ce côté-là parce que t'inquiète pas, John Jones, c'est machin, et il l'a quand même fait. Ouais, mais je pense que, enfin après c'est juste mon avis, hein, c'est tout à fait subjectif, mais le truc c'est que c'est pas si bien apprécié dans le temps ça. C'est-à-dire l'exemple des combattants un peu flemmards, il est pas flemmard, mais je veux dire qu'ils n'ont pas accompli leur plein potentiel, c'est pas vu avec autant de clémence qu'après. Je prends un exemple genre en boxe anglaise, genre Riddick Bowe par exemple, super palmarès et tout, mais Après, il a pas le même style. Ignashov. ou Alexei Ignashov, tu vois, c'est des mecs comme ça. je casse les couilles avec Ignashov, mec. Mais tu vois, c'est des mecs. Ça faisait partie un peu du folklore à l'époque. On disait ah ouais, s'il avait pu, il aurait pu aller, tu vois. Mais avec le temps, ils sont moins bien jugés, quoi. Mais après là, il est déjà énorme. John Jones. C'est ça aussi. C'est pour moi, je compare toute proportion gardée bien entendu avec Mike Tyson. Dans le sens où il fait partie des plus grands de tous les temps et on a quand même pas mal de regrets autour de lui. Tu sais, c'est dans ce sens-là, c'est pas un gars où on va dire il est quand même pas passé à côté de sa carrière, John Jones. Non, je dis pas ça. Je dis juste comparé à ce qu'il aurait pu accomplir en fait s'il avait été vraiment discipliné. C'est pas comparable. Ouais. On a perdu quand même beaucoup d'années. Hein, On a perdu beaucoup d'années de John Jones et maintenant, ça y est, on va faire plaisir à de nombreux auditeurs de la sueur qui nous disent qu'on crache sur cet homme depuis bien trop longtemps, notamment sur cet épisode du 2 juin 2019. Mon cher Rust, on avait été très dur avec lui. Monsieur Polydomso. Ouais, bah non, mais bon, je pense que les gens l'ont deviné. Moi, le combattant de la décennie, pour moi, même si, encore une fois, c'est dans une catégorie qui est pas ultra compétitive, ça reste Dimitrius Johnson. C'est pas Artem Lobov. Non, c'est pas Artem Lobov. C'est pas Artem Lobov. C'est Valentina Shevchenko. Non. Du coup, non, moi, je pense que c'est Dimitrius Johnson. Ouais, parce que impeccable sur sa carrière. Il a eu une défaite là contre Cerudo, mais c'était une défaite qui n'en était qui est disputée en tout cas contre un mec qui maintenant est a été double champion. Ouais, donc il y a pas de honte à perdre comme ça contre un mec. Triple C et qu'il a déjà battu en plus de ça, donc il n'y a pas vraiment de honte à avoir. Il a pété le record des défenses de titre. On peut lui reprocher de pas avoir été assez conquérant, de pas avoir tenté d'exploser les limites de ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est contenté d'être le champion impeccable. Mais tu vois, c'est un reproche de pinailleur quand tu réfléchis. Tu reproches à un mec, ouais, mec, t'aurais pu être champion dans 2 catégories. En fait, mec, il a été champion de sa catégorie, mais genre undisputed, quoi. Ouais. Mais il manque ce rival, hein. Oui. Il manque attends, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Chelsonen pour Wanderson Silva, il manque ce BJ Penn pour Georges Saint-Pierre, il manque Daniel Cormier pour John Jones. Et en fait, il n'y a pas eu de rival, et il y a eu Henry Cerudo, mais voilà, il y a eu 1-1. Benavidez. Il y a eu Benavidez. Mais le problème, le problème, moi, je pense que ça, c'est pas juste. Ouais, c'est pas des rivaux. Non, mais ça, c'est pas, c'est pas eu de match. C'est pas juste, je veux dire, parce que ça, c'est juste une question médiatique. C'est-à-dire, si l'UFC avait fait son taf et avait bien fait le travail médiatique autour d'une rivalité entre, par exemple, Benavidez et Dimitrius Johnson, ça aurait eu beaucoup plus d'éclat. Le truc, c'est qu'ils en avaient rien à péter. Donc du coup, ils l'ont pas mis en avant. Sportivement, il y avait pas match. Mec, je suis désolé. Fedor, est-ce qu'il a eu une grande rivalité sur sa carrière? Pour moi, Fedor, c'est le combattant de la décennie précédente. Sportif avec Crocop pour moi. Mais ils ont fait un combat et franchement, il n'y a pas vraiment match. Le combat, il est serré, mais il a gagné le. C'est ça. Il est serré et on attendait. En fait. Mais l'attente, elle est médiatique. C'est-à-dire, c'est les mecs qui ont. Je pense. Parce que par exemple, avec John Jones, c'était le fameux. C'était le fameux. C'est d'ici, il est invaincu, il arrive, il n'était pas champion olympique, mais il a fait partie de l'équipe olympique. Il arrive en MMA, il vient de heavyweight, il apporte quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Comment ça va se passer? Que ce soit Dodson ou Benavidez, ils amenaient pas quelque chose où tu te disais putain, c'est énorme, il va se passer un truc énorme, ils apportent quelque chose de ouf. Il y avait pas ça, quoi. Ouais, mais ça, pour moi, ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire avec un. Si c'est pas là sportivement. Mais il est bon, Benavidez, mec. Il est bon. Il a un spécial. Excellent, même. Je partage un petit peu l'avis de Russ parce que c'est vrai que sportivement, ils ont essayé, mine de rien, contre John Johnson, quand tu as vu la revanche à l'UFC 197, ils avaient essayé, ils avaient poussé le truc, hein. Et même contre Benavidez, hein. Mine de rien, Benavidez, c'est un des rares gars qui soit un peu bankable. C'est un des rares gars qui soit un peu bankable de la catégorie.
Ils ont Enfin, pas fait- bankable. Ouais, mais de la KT Flyweight. Voilà, c'est ça. Ils ont pas fait l'effort, mec. C'était pas autant médiatisé. Ah, non, Quand tu complètement. vois l'effort, par exemple, qu'ils ont fait, par exemple, sur Francis Ngannou quand il a fait sa montée au titre. Complètement. Tu vois, le truc qu'ils ont fait, c'est vraiment pas comparable, quoi. Et je dis ça, c'était mérité pour Ngannou, hein, c'est pas un reproche que je fais, tu vois. Mais c'est juste, ils en avaient rien à foutre de cette KT d'emblée, d'entrée de jeu. Donc, quelque part. La preuve, c'est qu'ils l'ont dit, on n'en veut plus. Donc, bon, à un moment donné. Mais là, finalement, elle a été sauvée. Puisque c'est Benavidez, justement, qui va avoir son title shot contre. C'est Figueiredo. Voilà, donc c'est. Figueiredo, c'est ça. Ça confirme un petit peu d'ailleurs. Je crois, c'est lui. Oui, c'est. Elderson Figueiredo. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. ça doit être ça. Enfin bref, c'est assez bizarre d'ailleurs que. Oui, mais Bref. j'ai une question du coup pour Polydomso. Parce que si l'extra sportif compte aussi pour le combattant, dans le sens, par exemple, pour John Jones, pour toi, il compte pas autant qu'un Dimitrios parce qu'il y a l'extra sportif qui fait que ça le fait descendre un peu, ça lui fait perdre des points, Des points prestige. des points prestige. Voilà, il est pas à 99 dans FIFA à cause de ça. Est-ce que c'est pas un peu pareil pour Demetrius Johnson qui n'a pas fait l'effort, qui n'a pas eu de panache et qui n'a pas essayé de se vendre ou de faire de lui-même ou de transcender le sport? Parce que ça fait partie de ce qu'un combattant doit faire s'il veut être légendaire. On pense notamment au combat contre TJ Dillashaw avorté alors que l'UFC TJ Dillashaw le voulait et TJ Dillashaw finalement est descendu pour affronter Henry Cejudo quelques mois plus tard, donc comme quoi il allait vraiment le faire chez les flyweight. Ouais, non, mais ça, c'est une critique que j'entends, il y a pas de souci, mais si on peut lui reprocher que ça, je pense que c'est pas aussi grave que C'est énorme. reprocher à un mec. Attends, non, c'est pas. Parce que là, on parle vraiment. Non, mais attends, c'est pas comparable que d'un mec qui a popé plusieurs fois et qui a fait des conneries dehors. Non, c'est pas comparable. C'est-à-dire, ok, c'est pas parfait. Il y a pas de combattants parfaits. Il y a pas de combattants qui ont un parcours irréprochable sur ces 10 dernières années. C'est impossible parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Il y a la personnalité, il y a la discipline, il y a la faim, la dalle, tu vois, quand t'arrives au top, bah, t'en as plus rien à foutre. Regarde Conor McGregor aussi, tu vois, c'est un peu ça. Ou Rampage, ouais. Bah, il a toujours la dalle, mais c'est pas vraiment pareil, tu vois. Et c'est aussi, je te dis, il y a un peu de chat aussi. Il y a un peu de chat, c'est les bons opposants au bon moment. Parce que tu peux tomber sur un mec avec le pire style pour toi et pas de bol et il va t'humilier et en fait, c'est comme ça. Et donc, moi, quand je fais le bilan sur ce qu'a fait Demetrius Johnson, je me dis, le mec, il a fait des combats où il était impeccable sur ses combats. Techniquement, il a révolutionné, pareil, le travail dans sa catégorie, tu vois. Et franchement, s'il y a que le seul gros reproche qu'on peut lui faire, c'est ouais, t'aurais pu être un peu plus audacieux. Je me dis, tu vois, comparé aux reproches qu'on peut faire à John Jones ou aux reproches qu'on peut faire par exemple à Daniel Cormier, tu vois, qui est mon troisième choix, tu vois, pour combattant de la décennie. Bah, je me dis finalement l'un dans l'autre, c'est le moins pire. Ouais, non, j'entends. Après, ce que je trouve un peu dur pour Demetrius Johnson, c'est que c'est vrai qu'il y a eu Henry Cejudo qui est arrivé après. Certes, il s'est servi de l'exemple de Demetrius Johnson, mais il est arrivé et enfin on s'est mis à parler des flyweight alors que le mec était quand même quasi nobody auparavant. Le gars arrive, il affronte TJ Dillashaw pour sa première défense de ceinture. Ensuite, il monte chez les bantamweights, ce qu'on attendait depuis des années pour Demetrius Johnson. Il fait le doublé, il devient Triple C. Donc certes, là, il a perdu sa ceinture depuis, mais enfin, ce qui est regrettable, je trouve, c'est qu'un mec comme Cejudo, qui de base n'est pas spécialement un favori des fans, hein, on va pas se mentir, le gars arrive en quelques mois à faire tout ce qu'on attendait du champion lightweight et le fait bien puisqu'il gagne ses combats. Et aujourd'hui, le gars est bien payé et deux, certes tout le monde parle de lui, mais c'est le roi du cringe, hein, mais tout le monde parle de lui. Attendez, là vous êtes pas juste parce que moi je suis désolé, on peut pas reprocher à Demetrius Johnson de pas avoir fait la montée en bantamweight et dire que John Jones c'est le combattant de la décennie parce que John Jones il a jamais fait la montée en heavyweight. Donc le reproche on peut le faire aussi à John Jones à ce niveau-là. D'autant que la différence quand même, c'est que John Jones, jusqu'au combat du 29 décembre 2018 contre Alexander Gustafsson, il y avait toujours le gros combat qu'il attendait. Là, c'est depuis qu'il affronte les Anthony. Ah, quand même, on attendait la revanche contre Moi, j'attendais personnellement. Il y avait des challengers méritants. Il y avait des challengers, mais oui. Non, mais attends. Anthony Smith et Thiago Santos, quoi. Deux secondes. Là, il va falloir rétablir certaines choses. Moi, je suis désolé, le combattant Gustafsson, moi, je l'attendais parce que stylistiquement, c'était intéressant. Mais depuis que Gustafsson s'était pris un putain de KO contre Johnson. Je parle pas de Gustafsson. Je parle plutôt des Lyoto Machida. Pardon, oui. En fait, pour oui.
Je parle plutôt des Lyoto Machida, parce qu'on disait Lyoto Machida, il a eu l'ère Machida qui a duré Un combat. Ouais. Mais on disait, ouais, il a un style évasif, ça peut poser des problèmes. Il y a eu Rashad qui arrivait avec une super anglaise. On se disait, en plus ils sont anciens partenaires d'entraînement et ça peut causer un truc. Il y a eu Shogun au début. Shogun, on se disait, c'est le Shogun, le champion du Pride. Il est jeune, il est ultra technique, il est chaud et tout ça. Il y a toujours eu ce quelqu'un qui apporte un truc tellement ouf que tu te dis, ça peut être le gars pour battre John Jones. Même Teixeira à l'époque, mine de rien. Ouais. Mais tu peux faire ça pour moi c'est du marketing. C'est-à-dire t'aurais pu faire la même présentation sur les combattants qu'a rencontré Demetrius Johnson. Je pense. Mec, Kyoji Horiguchi, qui l'a envoyé contre lui, Benavidez, pareil. C'est le seul pour lequel je serais vraiment. Et Cerudo, c'est les seuls pour lequel je serais. Cerudo qui l'a battu. Mec, ils l'ont essayé de le faire avec Cerudo, mec, sur le premier combat. Mais c'est les deux seuls. Alors que ça, moi, j'ai Vraiment, c'était l'impression. compliqué de le voir. Non, il y a eu ça, il y a eu des combats. Ouais, mais attends, pareil, moi je suis désolé, Teixeira, même s'il était sur une winning streak. Il était sur une winning streak de quoi 40, 30 De 20 combats, je crois. 20 combats, il avait pas perdu depuis son Ouais. Ouais. Vous êtes dur, Polydomso, vous êtes dur à la fin. je suis Enfin, on d'accord. peut dire quasiment match nul entre ces deux gars, et puis surtout Demetrius Johnson. Ouais, vraiment. On On a- dégage les deux. Et puis on a presque oublié de le dire, enfin, il a quand même remporté le Grand Prix Du One. du One Championship. Oui, c'est vrai. Donc bon, et il montre qu'il y a une carrière après, et là peut-être qu'il va pouvoir faire des cross-promotions avec le Bellator, avec le Rising. Enfin bref, sa carrière n'est pas terminée, donc ça peut être intéressant également pour la suite. Bien. Ouais. Messieurs, ah oui, et puis, pardon, mille excuses, c'est ma faute pour les micros, voilà. On vous dit depuis je sais pas trop combien de temps qu'on a investi dans 3 micros, on a effectivement investi dans 3 micros, mais j'ai oublié les fils. Donc Et on qu'est-ce qui est le plus doux, Guillaume? Ton micro ou ton peignoir? j'ai peur que ça parte un peu en vrille. Mon peignoir très doux. Ouais, c'est la folie. Très doux, j'en suis ravi. Oh mon dieu, bref. Bon bah voilà messieurs, toujours un plaisir. On se retrouve très rapidement pour les Lazio Awards de 2019. Soit.